À une cinquantaine de kilomètres, en survolant la longue plage paisible d'Utah Beach, il faut imaginer les chars amphibies et plus de 20 000 hommes débarqués à 6 heures du matin. La zone était moins fortifiée que d'autres, car les Allemands avaient jugé l'endroit trop marécageux pour un débarquement. Alors, rapidement, la plage est prise d'assaut et l'opération est un succès comparée à celle, sanglante, d'Omaha Beach. Ce matin-là, c'est marée basse, les assaillants doivent parcourir 500 mètres à découvert avant de pouvoir se mettre à l'abri. Une pluie d'obus s'abat sur les Américains. La première vague d'assaut est décimée en un instant. Pas loin, un autre site majeur du débarquement. Surplombant une falaise de 30 mètres, voici la pointe du Hoc, fortifiée par les Allemands et bombardée par les Américains pour réussir l'opération Overlord. Aujourd'hui, de nombreux blocos et cratères de bombardement sont encore visibles. Une vingtaine de kilomètres plus loin, nous volons au-dessus d'Aromanche et du reste du port artificiel qui permit de débarquer 9000 tonnes de ravitaillement nécessaires au débarquement. Sur les hauteurs d'Omaha Beach, le cimetière de Colville-sur-Mer est une concession perpétuelle faite par la France aux États-Unis. Il honore plus de 9000 soldats américains morts le jour J. Le paysagiste l'a conçu pour que de n'importe quel angle, on voit une rangée de croix. Aujourd'hui encore, on vient de très loin pour se recueillir sur ces lieux de mémoire. Tant de traces du passé, et pourtant tout un pan de l'histoire est encore invisible, enfoui sous ces terres cultivées. Des souvenirs que Fabrice Corbin a choisi d'exhumer. Depuis l'enfance, ce détective de l'histoire s'est lancé dans une traque effrénée aux souvenirs de la guerre. 30 ans qu'il sillonne les prairies, parcourt les estuaires, arpente les plages et le littoral à la recherche de ces vestiges enfouis sous la terre. Quelque part dans un champ de patates, tout près de Luc-sur-Mer, aujourd'hui encore, il est sur une piste. C'est des photos aériennes, l'époque du site. Juillet 44 par l'armée allemande. Ils surveillaient les Anglais qui étaient là. Nous sommes là. On voit même il y a le petit abri qui est derrière, là, donc on voit les tranchées de l'époque qui s'y dirigent. Vous voyez. C'est des photos de très haut, hein. C'est 12 000 mètres d'altitude, c'est pas très précis, mais ça c'est très intéressant. Là, c'est quand même grand, vous avez vu, il y a beaucoup d'hectares. Et donc c'est obligé qu'il doit rester du matériel. Et on va chercher. Là, il y a quelque chose. Là. Une coupure. C'est marrant. Ça, quand c'est très aigu, c'est très très bien. Très très bien. Les indices sont évidents. Il y a bien quelque chose là-dessous. Peut-être un avion, un tank, on ne sait jamais. Un jour, Fabrice a déterré un cheval entier, avec la selle et son cavalier. Alors cette fois encore, on peut s'attendre à tout. Casque allemand, ça peut cuire. Ah, c'est un gros truc, ça. Ouais, c'est anglais, c'est un fusil anti-char pour percer les chars. Ouais. Un fusil. Bien, c'est un trou assez prometteur. Ça, c'est russe. Un chargeur avec ses munitions, un Bren, fusil mitrailleur anglais. Après un nettoyage, ça peut être sympa. Bienvenue dans l'antre aux souvenirs. C'est ici que s'entassent 30 ans d'archéologie militaire. Un véritable petit trésor de guerre. Alors pour l'instant, je stocke, tout que vous voyez dans ce hangar, je stocke tout le matériel dans le but un jour de faire un musée consacré à l'archéologie militaire normande. Donc, toutes les pièces qui ont été trouvées, que j'aurais trouvées, ou d'autres personnes aussi d'ailleurs, parce que j'ai des dons, enterrées depuis 20 ans, on va dire. Ça n'intéresse personne. Je pense que dans 50 ans, tout sera dissous, les éléments vont disparaître, c'est obligé, donc c'est périssable. Donc si on ne le fait pas tout de suite, puis je pense que personne ne remettra ça dans une déchetterie. Ces objets-là ils sont sauvés pour toujours, hein, je pense. Hein. Chasseur de passé, Fabrice Corbin veut donner une nouvelle vie à ce qui reste de la guerre. Non loin de là, à Ouistreham,
il a déjà sauvé ce bunker, reconverti en musée de l'Atlantique. Ici, nous nous trouvons dans la salle des filtres, centre névralgique de la défense des bunkers. La seule façon de faire sortir les Allemands de cet endroit, c'est de gazer. Et donc tout est axé sur la lutte anti-gaz. Donc tout ce matériel, je l'ai récupéré dans les années 80 en Bretagne, très exactement à Saint-Nazaire, chez un privé qui avait dans son jardin un bunker, qui possédait tout son équipement de filtrage d'air. De 86 à 87, aidé par sa femme, Fabrice a mis 1 an à rénover l'endroit avant de l'ouvrir au public. Il y a aussi investi tous ses deniers personnels pour sauver ce patrimoine qui semblait enterré. Après la guerre, dans les années 50, 40, 50 et 60, tout ce patrimoine n'avait strictement aucun intérêt, était même gênant, puisque c'est quand même des masses de béton, et même celui-ci était destiné à la démolition, puisqu'on pourrait affecter ça à une utilisation civile, c'est vraiment très difficile. Donc, hormis quelques-uns qui existent toujours, parce que les gens en ont fait des maisons secondaires, tout le reste a été détruit, à 90%. Mais déjà, Fabrice est sur une autre piste. Là, derrière la digue, au fond des marais, il a repéré quelque chose. La carcasse d'un avion Spitfire enterré sous le sable, avec peut-être le corps du pilote à l'intérieur. C'est sans doute son prochain grand chantier. L'estuaire de la Seine n'est plus très loin, 50 km à l'est environ. Avant de survoler le complexe industriel du Havre, allons flâner du côté d'Honfleur. Nous sommes au XIXe siècle. Ce petit port bourré de charme, situé aux portes du pays d'Auge, voit Eugène Boudin et Claude Monet promener leurs pinceaux dans la ville pour capter ses couleurs et sa lumière intense. Le mouvement impressionniste est né. Au fond, c'est une autre époque que dessine l'imposante silhouette du pont de Normandie. Avec plus de 2 km de long, c'est le plus grand pont à haubans du monde. Le tablier est accroché par des câbles reliés aux pylônes, une prouesse technologique qui désenclave le Havre. Justement, enjambons l'estuaire de la Seine et allons voir à quoi ça ressemble de l'autre côté du pont. Des raffineries de pétrole, une zone pétrochimique, des conteneurs à la queue leu-leu. Ce port, le 2e de France, est le poumon de la ville. Même si, vu du ciel, on pencherait plutôt pour l'asphyxie. Car la nature a dû perdre pas mal de repères. Alors, pour tenter de réparer les dommages causés par cet énorme complexe industriel, on a construit cet îlot artificiel qui sert de reposoir aux oiseaux marins. Pour terminer notre survol du Havre, un petit tour au-dessus de la ville. En grande partie détruite pendant la guerre, le centre a été reconstruit en urgence par Auguste Perret. Des immeubles en béton, une architecture grise et austère. Quelle n'a pas été la surprise des Havrais quand l'UNESCO a décidé en 2005 de classer le centre au patrimoine mondial. À quelques encablures, mais dans un autre genre, ces merveilles naturelles aussi sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. L'aiguille principale des falaises d'Étretat culmine à 70 mètres. Ces cathédrales de pierre attirent chaque année des millions de visiteurs. Mais ce spectaculaire travail d'érosion n'est pas qu'une curiosité géologique. C'est aussi une menace. À une 60aine de kilomètres au nord-est, Varengeville-sur-Mer. Plus qu'ailleurs, la Manche, aidée par la pluie, ronge consciencieusement la falaise ancrée. Et aujourd'hui, c'est tout un patrimoine qui est au bord du gouffre. Perché sur les falaises de calcaire, c'est un petit bout du monde, un cul-de-sac qui tombe à pic sur une mer d'albâtre. Et le dernier chemin que certains empruntent pour reposer en paix. Avec une vue sur mer pour l'éternité, c'est déjà un peu le paradis. Cet après-midi-là, Varengeville-sur-Mer célèbre les funérailles d'une enfant du pays.
Et les gens de Varengeville sont vraiment très attachés à leur cimetière. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être enterrés ici, mais comme il n'y a plus de place, ils vont être enterrés un petit peu plus loin dans le nouveau cimetière. C'est l'un des derniers enterrements dans le vieux cimetière, car sous terre, ce petit monde pèse un peu trop lourd pour cette église du XIIe siècle. Quand on était en pleine terre, c'était pas pareil. Tant que là, les caveaux, c'est des réserves d'eau qui doivent s'éliminer et qui font que le terrain, le ruissellement fait que l'église a été atteinte par ces problèmes d'eau. Ces glissements sont dus en partie, pas uniquement, mais en partie à cause de ces eaux. En équilibre sur une falaise qui s'effrite inexorablement, la petite église de Varengeville, le cimetière et ses habitants, dont le fameux peintre Braque, ont bien failli y passer. C'était au début des années 2000. Le sol glisse, l'église bouge, des fissures apparaissent. Dans le cimetière, des cercueils tombent, d'autres s'en sortent de justesse. Vous voyez cette tombe-là, ça, une tombe, c'est un grand mathématicien, Raphaël Salem, un mathématicien très connu. Pourquoi lui, il a failli tomber? Il était prêt à partir. Il était prêt à partir, et voilà, là, il est en paix pour encore un certain temps, un certain nombre d'années. Et puis la végétation a bien repris au-dessus. Ça c'est... Et ça a l'air de ne pas bouger. Hein. On est tranquille pour 50 ans. Donc il y a des poteaux en fer qui ont été enfoncés à environ à 15 mètres, je crois. Et on a mis des plaques de béton entre les pieux. Et ça retient le terrain qui empêche les glissements pour l'instant. Pour l'instant. Car ce cimetière risque de ne pas être plus immortel que les humains qui l'accueillent. Voilà, la nature est toujours plus forte, elle gagne surtout. Alors, on essaye de pallier à ça, l'homme essaye de pallier à ça, mais la nature est toujours la plus forte, il faut le savoir. À quelques centaines de mètres de là, c'est bien sûr la nature qui a gagné ce bras de fer. Michel Édouard veut nous montrer une vieille maison de famille, aujourd'hui condamnée. Voici donc cette maison qui va être détruite d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, qui risque, à cause des effondrements de la falaise, de disparaître. Alors voilà, ici, cette maison, avant, avait en gros 50 mètres de plus de terrain, mais avec les glissements de terrain, le haut de la falaise se dégrade et voilà, maintenant nous sommes à peu près à 15 mètres du bord de la maison. Cette maison peut disparaître en cas de forte pluie, de glissements de terrain qui sont imprévisibles. On ne sait pas, on a eu dans le cas il y a environ une trentaine d'années une maison qui est partie en 8 jours de temps sur la mer. Ils avaient songé à un moment de la faire déplacer sur rail, comme certains châteaux ont été faits. Ils voulaient la tirer au bout de leur jardin, leur propriété, mais c'était trop onéreux. Donc raser et puis voilà. L'État a racheté la maison. Les propriétaires ont fait construire plus loin, à 300 mètres de la falaise. De quoi leur laisser quelques bonnes années de répit. En survolant le littoral de la Manche, on croise parfois de drôles d'oiseaux. Gigantesques, leurs ailes de fer moulinent l'air pour créer de l'énergie propre. C'est que la Haute-Normandie a du souffle. C'est l'une des régions les plus vantées du pays. La France a promis de faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à 20% d'ici à 2020. L'éolien n'a donc pas fini de se développer. Cap au nord-est, en direction de la baie de Somme, à une 60aine de kilomètres. On passe des falaises abruptes aux longues étendues de plages et de vasières de l'estuaire. Lumière féerique, nature préservée, havre de paix pour les oiseaux de passage. La barge rousse, le chevalier gambette et la spatule blanche, ces migrateurs ont fait de cet îlot de tranquillité une escale privilégiée entre Scandinavie et Mauritanie. La baie de Somme vit au rythme des marées. En montant, la Manche rencontre le courant contraire de la Somme. Par fort coefficient, cela donne naissance à un mascaré. Cette onde solitaire va remonter la rivière, accompagnée par les oiseaux ou des rameurs en route vers l'aval. Quand la Manche se retire, c'est la terre qui reprend ses droits et qui révèle de nouveaux trésors naturels. La baie devient le paradis des pêcheurs de coques et de palourdes
des cueilleurs de salicornes et d'oreilles de cochon. Moi, je passe par les escaliers en général. Tout petit, Jean-Louis Doligier fait ses premiers pas dans les vasières de la baie de Somme. Aujourd'hui encore, pas un jour sans que ce guide passionné aille traîner ses bottes dans le coin, à marée basse. La baie de Somme est résumée en cette image. On a un vol de limicole, une lumière magnifique sur le Crotoy qui a inspiré tous les artistes, les créateurs, et on peut comprendre. Les bancs de sable avec des couleurs camailleux de gris ou d'ocre, du vert derrière, et un rayon de soleil par-dessus pour un éclairage sur le veau marin, il y a tout. Mais celui-là, il a choisi de s'installer au Crotoy. Voilà, il n'a pas eu tort d'ailleurs. Et depuis le mois d'octobre, il est sur son petit banc de sable, il va à l'eau, il revient, il a la nourriture qui lui arrive, le poisson, là il nous regarde, un petit peu cabot d'ailleurs, et il nous fait tout son numéro, là, complet. Alors vous avez vu, le pelage est très clair, hein, il se confond avec le sable, et c'est donc un veau marin. Pour le moment, on va profiter de la marée basse, et moi je vais aller chercher quelques pièces d'oreilles de cochon, et autres obionnes, c'est des petites plantes qu'on va trouver dans les molières qui sont là-bas. L'oreille de cochon. Ça, c'est la feuille de l'astère maritime. Alors, c'est une plante qui est riche en vitamine C, en vitamine PP aussi. Et qui se croque, quand elles sont petites comme ça, c'est bon, c'est craquant, croquant. Voilà, petit déjeuner énergétique. C'est un petit peu le goût du céleri ou du radis, on pourrait dire aussi. Hein, voilà. C'est d'ailleurs une plante de l'astère maritime, c'est une plante qui est de la famille des céleris. Donc, l'oreille de cochon, c'est le nom que l'on donne à la feuille de la plante. Alors, ça se mange cru comme ça, en salade. Je fais un peu de salade tout à l'heure. Ça peut se manger aussi cuit comme des épinards. Et on peut en faire aussi des veloutés. Voilà, la baie de Somme, c'est un garde-manger. Un garde-manger à tous les niveaux. Alors, tout vit en harmonie ici. Après la cueillette, Jean-Louis part faire quelques emplettes au marché du Crotoy. Au détour des étals, on retrouve à côté du poisson les fameuses oreilles de cochon. Les oreilles de cochon sont là. Donc, je m'en occupe aussi. Notre guide, lui, veut acheter de quoi les accompagner. Faire des rouleaux. On fait des petits morceaux, puis on mélange à la salade. Puis voilà, c'est excellent. C'est plutôt sur, À quelques battements d'ailes de la baie, voici le marais, où une faune s'épanouit, à côté de peintres qui cherchent à saisir les couleurs d'un ciel changeant. Oui, moi aussi, oui. Ah, et voilà les artistes. Alors moi j'ai apporté le réconfort. Ils sont magnifiques ces saules. Bah voilà, la baie de Somme et les environs, c'était ce qui avait inspiré les artistes, les peintres, les écrivains. D'ailleurs, il y en a. Voilà. Il y a les deux, peintres et écrivains. Il y a les deux, peintres, écrivains, comédiens, les arts sont réunis, voilà. Et évidemment, le ciel changeant. C'est pour ça que les impressionnistes sont venus ici. C'est pour ça qu'au départ, c'était les pré-romantiques anglais. Hein. Turner en baie de Somme, hein, les ciels Turner. Et puis après... Turner, bien sûr. Puis alors après, il y a eu Seurat, hein, Georges-Henri Seurat, pointilliste, Seurat, Sisley, Degas, Corot, Bracaval, Boudin, Le Haut-Gambier, et aujourd'hui, vous. Voilà. Puis alors là, on va aller à la hutte dans un instant. La hutte, c'est cette cabane réservée aux chasseurs d'oiseaux, d'images, ou tout simplement aux amoureux de la nature. Il y a des canards, il y a des cannes, il y a des colverts, il y a des cygnes. Il y a tout.
Il y a même un œuf là. Il ne faudrait pas faire une omelette. Aujourd'hui, Jean-Louis va y préparer un petit festin pour ses amis. Alors, les petites oreilles de cochon et l'aubione de ce matin, cueillies ce matin, tout frais. On va faire une petite salade avec tout ça, la vinaigrette, un petit peu de fromage du pays avec les tartines du pain. Alors, c'est du pain crotellois. Ça s'appelle du pain crotellois. Donc, l'aubione, l'oreille de cochon cueillie ce matin, on ne peut pas faire plus frais, hein. Et c'était d'ailleurs frais d'ailleurs, la température. Un petit fromage acheté, un fromage de pays acheté au marché. Le pain crotellois, acheté à la boulangerie du Crotoy. Et là, vous mangez un petit coup. Alors, l'aubione, c'est ça, je rappelle. Hein. L'aubione du peuple, hein, bien sûr. Il peut s'en dire. Voilà, ça c'est l'aubione. Et en fait, Jean-Michel, elle n'est pas protégée, l'aubione? Non, on peut en manger, on peut en cueillir 2 kilos par jour et par personne, l'aubione. Et l'oreille de cochon aussi. Mais ce qui est très bon aussi, c'est en velouté. Comme un velouté de cresson, ça, avec crème fraîche. La baie de Somme et ses richesses n'en finissent pas de faire parler ses amoureux. Et le soir, lorsque le jour décline, on pense à Colette, Toulouse-Lautrec ou encore Jules Verne, qui trouvaient dans ces paysages mouvants, dans cette lumière magique, une source d'inspiration intarissable. Avant de boucler notre voyage, un petit tour en haut de l'Hexagone, à Calais. Au temps des Gaulois, ce nom signifiait « petit village de pêcheurs ». Aujourd'hui, ça a bien changé. Il y a eu d'abord les ferries vers l'Angleterre, l'autoroute A16, l'européenne, qui relie la France à la Belgique voisine, puis en 1994, le tunnel sous la Manche. Conséquence, le fret a triplé ces 20 dernières années. Entre camions et ferries, c'est un peu l'embouteillage permanent. Calais étouffe, Calais se sent à l'étroit. Du coup, en 2015, le port va gagner 100 hectares sur la mer. Il pourra accueillir des ferries, des cargos de plus en plus gros. Quand ce n'est pas la mer qui grignote les côtes, c'est l'homme qui l'annexe. On embarquerait bien sur un de ces bateaux pour continuer à explorer le littoral de l'autre côté, en compagnie de nos amis anglais. Mais notre voyage s'achève ici.